Donc le petit programme pour aujourd'hui, donc 3 temps. Alors initialement 3 temps, mais on va vous faire part là, de ce petit changement. Alors un premier temps, bien sûr, sur ce bilan de la campagne 2025 des audits croisés sur la prise en charge médicamenteuse donc en EHPAD. Et puis, finalement, le point qui va plus nous intéresser aussi, c'est de rappeler les attendus donc, du référentiel HS, donc de l'évaluation concernant la prise en charge médicamenteuse, qu'on a mis en parallèle avec l'ensemble des outils en fait régionaux qui ont été mis à disposition par l'OMEDIT. Comme ça permet aussi de faire un rappel en fonction des critères des différents outils qui sont disponibles. On Mhm. devait avoir en plus sur la troisième partie un retour d'expérience des deux EHPAD Résidence Nourrie et Gilles Martin par Monsieur Jérémy Deverne, directeur adjoint. Et on vient d'apprendre il y a 1 heure et demie suite à un empêchement, qu'il ne peut pas être là. Donc, on n'a pas pu, vu le délai, vous pourrez comprendre qu'on n'a pas pu trouver, et on avait déjà cherché d'autres retours d'expérience, mais c'est vrai que on n'avait pas eu beaucoup de succès, voilà, de personnes qui voulaient reparler de l'audit croisé et puis des exemples d'actions d'amélioration, mais on pourra justement quand même, on aura plus de temps pour pouvoir en échanger en fin de cette web rencontre. Donc, je vous propose de commencer avec ce bilan de cette campagne 2025 audit croisé médicaments. Donc déjà, le contexte, c'est vrai que cette dynamique a été commencée depuis 2018 hein, maintenant. Donc c'est la troisième itération concernant les audits croisés EHPAD au niveau de la région. Parce qu'il faut savoir que ça a été, c'est fait aussi beaucoup avec les structures au Médit et Hauts-de-France, enfin au niveau Hauts-de-France. Donc on est toujours en partenariat donc au Médit Normandie et Calva. Et aujourd'hui, pour le médicament, en tout cas, cette démarche a été déployée aussi au niveau du sanitaire, donc service de soins, spécifiquement une grille aussi HAD qui avait été faite, et aussi pour tout ce qui est chimiothérapie, et puis pour le circuit du médicament au niveau du bloc. Et bien sûr, donc, ce qui nous intéresse aussi, donc, démarche déployée pour les EHPAD et maintenant aussi pour le secteur du handicap, avec une grille qui a été adaptée au secteur du handicap depuis 2025. Donc, avant tout, c'est vrai que l'objectif de ces audits croisés, et j'espère que voilà, enfin, on pourra échanger là-dessus, mais c'est vraiment l'objectif de favoriser l'échange d'expériences, parce que là, c'est vous allez dans d'autres structures et rencontrer d'autres professionnels de santé. Donc, c'est vrai que ça permet, par cette, on va dire, démarche d'audit, démarche d'évaluation de pratiques professionnelles, de pouvoir améliorer la qualité et la sécurité des soins et grâce à un état des lieux hein, fait donc un jour donné de cette prise en charge médicamenteuse. Donc, c'est vrai que ce circuit du médicament est transversal, fait intervenir beaucoup d'acteurs. Donc, de pouvoir faire ces audits aussi en commun et croisés, en tout cas, c'est une dynamique à avoir importante dans nos structures. Alors, pour le principe des audits croisés, toujours les mêmes. C'est vrai qu'il faut savoir que maintenant, on les organisait tous les 2 ans. Donc, la dernière fois, c'était sur 2023. Là aussi, le même système, 2 professionnels extérieurs. C'est-à-dire que, voilà, 2 professionnels volontaires et au lieu de faire l'audit en interne dans votre EHPAD, vous allez dans une autre structure et comme ça, on va à l'extérieur. Donc, ça permet justement cet échange, c'est ce qu'on a, j'ai dit, aussi objectif de voir un jour donné comment ça se passe et constructif. Et c'est toujours le même principe, par contre, un audit reçu pour un audit donné. Comme ça, voilà. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des difficultés, mais en principe, franchement, on arrive bien à cette dynamique-là, un audit reçu, un audit donné. Donc là, on vous a bon, rapidement remis pour vous montrer quand même que cette audit croisée, cette grille d'audit, elle est complète parce qu'elle s'intéresse vraiment à l'ensemble des étapes du circuit du médicament. Et donc, vous avez donc un outil qu'on appelle le rapport en fait d'audit, hein, un outil Excel
et qui est divisé donc en plusieurs axes et notamment aussi complété d'un audit flash sur la sécurité du médicament et puis un audit de dossier aussi, un audit finalement des prescriptions. Et puis, dans ce document Excel aussi, un onglet sur les résultats, où là, c'est des radars automatiques. Et puis avec justement les essentiels en fait en points forts et en points faibles. Voilà pour la structure. Alors, ce qui nous intéresse quand même, c'était aussi de montrer que il y a enfin, la dynamique, plus on avance finalement et plus il y a de participants. C'est vrai que là, pour 2025, il y avait 49 structures inscrites et on a pu, quasiment 80% en fait, pour lesquels on a eu justement les grilles réceptionnées. Donc, on a quand même des résultats qu'on va vous présenter pour 39 EHPAD de la région. Donc, c'est vrai que ça permet vraiment aussi de se placer, de voir un peu où on est et puis nous, vraiment d'avoir une vision quand même globale sur ce circuit du médicament. Et à noter que bah, il y avait, on dirait, enfin presque moitié-moitié, en tout cas 17 EHPAD avec PUI et 22 avec pharmacie d'officine. Voilà, et puis vous avez la répartition par région, mais ça, je vous les ai laissés lire. Concernant les auditeurs, donc 75 auditeurs au total, et avec, ça peut être donc différents acteurs du circuit du médicament, hein, vous voyez, pharmaciens, les cadres, les IDE, les préparateurs et même des médecins co. Et puis sinon aussi des professionnels de la qualité qui ont pu participer pour cette itération. Alors, on vous a mis les résultats justement 2025 par d'abord par, on va dire, grand axe en fait hein, sur le circuit du médicament. C'est pas, bien sûr, ça peut paraître pas forcément comme ça intéressant, mais c'est vrai que l'idée, c'était pour vous, si vous voulez comparer aussi avec vos résultats, pour pouvoir, parce que là, avec 40 établissements, enfin 39 établissements, c'est vrai que ça permet aussi vraiment de se voir si on est un peu plus dans le bas ou dans le haut, et puis ça permettait de voir quand même sur certains items où, eh bien, vous voyez, notamment sur la formation et information au sein de l'équipe, toujours bien sûr sur le médicament, où là, des fois, il y a des résultats un peu plus faibles et voilà, et des axes d'amélioration vraiment à avoir aussi en région. Et pareil sur le circuit, donc mise en œuvre de la prise en charge médicamenteuse. Là aussi, c'est sur la surveillance où c'est l'étape finalement qui a été vue un peu la plus faible en termes de résultats. Sur l'audit dossier, c'est vrai que ça permet de montrer quand même une marge d'amélioration, en tout cas au niveau régional, là sur les 39. Donc, le pourcentage de conformité, on était quand même qu'à 67%. Et puis pour l'audit flash, mais bon, ça continue d'augmenter parce qu'avant, on était de toute façon sous la barre des 70. Donc, donc c'est vrai que, et ça permet aussi, vous, eh ben, même si vous le faites, cet audit flash qui est assez rapide, même une fois tous les ans, ça permet quand même de pouvoir vous situer. Et vous voyez aussi que les résultats allaient de 27% en conformité à 95%. C'est ce que je vous ai mis à chaque fois aussi. Ah oui, je voulais préciser dans les parenthèses. Alors maintenant, donc on va s'intéresser alors par critères. On a fait le choix de vous de reparler, de représenter donc les critères du référentiel HAS et de d'insérer justement. On vous a indiqué la moyenne à chaque fois obtenue par l'ensemble des EHPAD hein, qui ont participé, des EHPAD audités. Et donc comme ça, on va pouvoir les balayer. Et après, ensuite, à chaque fois, on vous présentera les outils justement régionaux disponibles. Et surtout, on pourra échanger si de votre côté, il y a encore des difficultés ou des choses qui manqueraient. Voilà, c'est aussi l'idée. Donc là, le premier, c'était un critère standard avec donc sur la douleur. La douleur. Et donc, vous voyez, là, c'est ce petit schéma que vous pouvez voir apparaître avec 53%. Donc là, c'est justement
la moyenne obtenue en fait des 39 EHPAD. On est quand même je dirais casse 53% en fait, hein. Et donc, voilà, de voir que justement, même au niveau de traçabilité, d'évaluation de la douleur et de traçabilité de la douleur de la personne accompagnée, encore assez, bah, je dirais quand même faible parce qu'on était qu'à 68%. Donc, voilà, on vous a mis, donc comme ça, vous retrouvez les différents résultats. On peut vous les dire pour tous les critères, mais bon, après, on a essayé de remettre tout ce qui était aussi le plus important. Donc, en lien avec cette douleur, là, c'était pour vous rappeler les webinaires aussi disponibles sur le site de l'Omédite Normandie, avec notamment des supports de formation avec les spécificités de la prise en charge de la douleur chez la personne âgée, en fait. Donc, qui sont toujours disponibles et avec des questions-réponses. Donc là aussi, on vous a remis, comme ça, vous n'avez même pas à chercher, vous avez directement les liens pour pouvoir y accéder. Donc ça, c'était sur la partie douleur. Et Ah oui, par contre, c'est vrai que je voulais qu'on se présente au début, et parce on est à trois pour faire la présentation, et j'ai oublié. Donc, bah, sinon, je vais passer la parole à Jeanne. Voilà, mais c'est vrai que bon, bah, je te laisse te présenter, Jeanne, maintenant. Et moi, c'était Anne-Laure Richard de Calva. Excusez-moi. Jeanne, ton micro est coupé, je crois. Voilà. Bon, sinon, je prends la main. Jeanne, si tu veux bien, on échange nos slides, on verra bien. Vous Ah, m'entendez bien? attends, Ah, vous m'entendez ou pas? là, Facile. c'est bon. Oui. Ouais, super. Ok, parce que vu que je partage le diapo en même temps. Alors, donc bonjour à tous. Donc Jeanne, pharmacien à l'Omédite Normandie. Et donc, moi, je vais vous présenter un critère standard, donc qui est le critère où le SSMS définit sa stratégie de gestion du risque médicamenteux et s'assure de sa mise en œuvre. Donc, pour ce critère-là, il y a eu à peu près 74% de conformité en moyenne. Donc, au niveau des bonnes pratiques liées à ce critère, on retrouve une formalisation d'une politique de gestion du risque médicamenteux qui est intégrée au projet d'établissement. On retrouve également la définition de l'organisation du circuit du médicament, de la prescription jusqu'à l'étape de surveillance. On retrouve l'identification des rôles et des responsabilités de chacun des professionnels. On retrouve également l'organisation de la collaboration avec la pharmacie d'officine ou la PUI. Et on retrouve l'évaluation régulière du circuit du médicament et les plans d'action d'amélioration. Donc, au niveau de la consultation documentaire, il faut avoir donc un projet d'établissement, projet de soins. Également, la politique de gestion du risque médicamenteux de votre établissement. Une procédure sur le circuit du médicament. La convention avec la pharmacie d'officine ou la PUI. Et l'évaluation du circuit du médicament et des plans d'action. Donc, au niveau des outils qu'on retrouve, on vous propose aussi au niveau du site de l'Omédite des accompagnements en fait, sur la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Donc là, vous pouvez retrouver la grille d'audit croisée. Également, vous avez un module pour faire une auto-évaluation du circuit de médicaments de votre établissement. Et puis, on fait régulièrement, tous les 2 ans, je crois, des accompagnements régionaux sur la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Le dernier ayant eu lieu en 2025. Et vous pouvez retrouver les replays sur la plateforme si jamais ça vous intéresse. Pareil, on vous a mis le lien ici pour que ce soit facilement accessible. Concernant l'objectif suivant, le critère, j'ai juste le micro, désolé. Sur le critère qui concerne le fait que les professionnels doivent respecter la sécurisation du circuit du médicament, qui est un critère impératif. Donc, ce que les évaluateurs externes vont regarder, c'est les bonnes pratiques qui concernent la mise en œuvre des procédures que vous avez normalement formalisées sur chaque étape du circuit: prescription, dispensation, stockage, préparation des doses, administration, traçabilité, tout ce qui est respect des règles d'identité-vigilance lors de l'administration, la sécurisation des situations à risque, notamment ce qui concerne l'écrasement des médicaments, la conservation des médicaments, des produits thermosensibles, tout ce qui concerne les stupéfiants, et puis d'autres traitements à surveillance particulière.
Ensuite, tout ce qui concerne l'organisation qui doit être formalisée de l'aide à la prise pour les professionnels formés, habilités, avec des traitements préalablement préparés par les infirmiers. Et puis, ce qui concerne l'implication de l'ensemble de l'équipe dans la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Ce qu'ils vont consulter au niveau documentaire, c'est l'ensemble des procédures liées à ce circuit, tout ce qui est protocole de préparation et d'administration, d'écrasement des médicaments, tout ce qui concerne les supports de prescription et plans de prise, les protocoles liés au respect d'identité-vigilance et les documents de traçabilité de l'administration ou de l'aide à la prise. On vous a remis quelques outils. Alors, c'est un format poche qui a évolué, mais qui est mis à disposition d'ici quelques semaines. C'est plutôt à destination des établissements sanitaires. Il n'empêche que vous pouvez très bien avoir l'utilité de ce petit livret de poche, notamment sur des médicaments qui concernent notamment les EHPAD. Par exemple, tout ce qui est injection parentérale, le méthotrexate par voie orale, voilà, les surdosages, notamment tout ce qui concerne les anticoagulants, c'est la première fiche. Il y a ou l'insuline. Donc, c'est des thématiques qui peuvent vous aider à identifier des risques particuliers et des mesures barrières à mettre en place. Il y a également la liste des médicaments écrasables que vous connaissez, qui est un fichier Excel que vous pouvez télécharger. Le petit livret de poche, ensuite, je pense, oui, la liste préférentielle médicaments sujets âgés qui vient d'être mise à jour et que vous pouvez commander en livret de poche. Ensuite, je m'en souviens plus. Oui, il y a les fiches de retour d'expérience sur les erreurs médicamenteuses qui sont déclarées au niveau régional et qu'elles soient graves ou non graves, parce que quand elles ne sont pas graves, elles sont déclarées à la pharmacovigilance et on en fait des fiches de retour d'expérience avec un petit module d'e-learning pour des petites mises en situation. Ça vous permet de vous tester vos connaissances sur 10-15 minutes. On avait une quarantaine qui ont été créés. Vous avez 3 modules d'e-learning qui sont mis à disposition aussi. Le module général, orange, là, sécurisation de la prise en charge, le rappel des rôles et responsabilités de chacun sur le circuit. Un module spécifique sur la gestion des risques d'erreurs médicamenteuses, comment les déclarer, les analyser. Et puis un module spécifique sur l'aide à la prise. C'est vrai que là, excuse-moi Céline, mais pour compléter, c'est vrai que là, ces 3 petits modules là, que vous avez mis à disposition, on l'a vu justement dans les résultats, vraiment le besoin de formaliser cette aide à la prise et de bien sensibiliser les professionnels. Ça, c'est toujours des fois des choses qui peuvent manquer ou quoi. Et c'est vrai que ces petits supports sont super bien faits. Et à noter que la liste des médicaments écrasables maintenant de l'Omédite Normandie est disponible à partir de Vidal, maintenant Vidal Optimal. On l'a directement par médicament et c'est l'accès à cet outil normand, justement. Il y a même NetSoin, je crois, et puis Titan Link aussi qui le propose maintenant. Ouais. Je sais plus si c'était moi, ça, Jeanne, ou toi? Ouais, je crois que c'était toi. Alors, sur le critère suivant, les professionnels accompagnent les personnes dans la continuité de leur prise en charge médicamenteuse. Alors, ce qu'ils vont regarder, c'est est-ce que l'organisation de la continuité du traitement au sein de l'EHPAD est bien gérée? Quid des ordonnances de sortie d'hospitalisation lors d'une consultation? Comment c'est géré au sein de l'EHPAD? Est-ce que vous utilisez le dossier de liaison d'urgence? La mise à disposition d'une dotation de médicaments pour besoins urgents, comment est-ce qu'elle est constituée et remise, enfin, et gérée? La traçabilité des modifications de traitement et diffusion aux professionnels concernés. On l'a vu, en sortie d'hospice, en consultation, comment ces informations sont transmises, notamment aux pharmaciens, et comment est ajustée, notamment, la préparation des doses administrées. Quand ils vont faire la consultation documentaire, ils vont regarder votre procédure de gestion des entrées-sorties d'hospitalisation, votre dossier de liaison d'urgence et la convention que vous devez avoir formalisée avec votre officine ou plusieurs officines, notamment la gestion de la dispensation urgente. Ils vont regarder aussi si vous avez une liste de dotation pour besoins urgents et puis les supports de transmission entre professionnels. Donc, vous voyez juste pour Pardon. le critère là de cette continuité, on était au niveau régional, résultat régional, je dirais bah oui, seulement à 70%. Donc toujours voilà des critères où il reste différentes actions à mettre en place. Alors, sur les outils, Jeanne, vous proposez formation sur l'optimisation de la pharmacothérapie de la personne âgée. Il y a plusieurs thématiques. Il y a des replays qui sont disponibles. Et si vous souhaitez vous inscrire aux sessions de formation, en fait, tout est mis à disposition sur notre newsletter mensuelle.
Elles sont plutôt à destination des pharmaciens, des médecins, mais aussi des infirmiers de pratique avancée. Et puis tous les supports et les replays sont mis à disposition sur la page qui est précisée. Jeanne, c'est moi ou toi? C'était moi, je sais plus, bah, je vais la faire si tu veux. Vas-y. Après, on a le critère 3.6.4 qui est que les professionnels alertent en cas de risque lié à la prise en charge médicamenteuse, dont la iatrogénie, donc qui est un critère standard. Et on est à une moyenne de conformité de 56%. Donc, au niveau des bonnes pratiques, eh bien, on retrouve le repérage des situations à risque, notamment les effets indésirables, les erreurs médicamenteuses, les refus de traitement, les interactions iatrogénie, etc. On retrouve également le signalement interne des événements indésirables médicamenteux, les déclarations externes si nécessaire, notamment au niveau de la pharmacovigilance. On retrouve les analyses collectives des événements et mise en œuvre d'actions correctives derrière. Et puis, bah, la diffusion des retours d'expérience auprès des équipes. Donc, au niveau documentaire, les éléments qui sont importants, eh ben, ça va être la procédure de déclaration des événements indésirables, tout ce qui va être également fiche de signalement de ces événements, tout ce qui est compte-rendu de CREX, RETEX, etc. Les plans d'action suite aux analyses que vous avez faites, et puis bah, la traçabilité de ces déclarations. Ensuite, donc, le critère 3.6.5, qui est que les professionnels sont régulièrement sensibilisés et ou formés à la prévention et à la gestion du risque médicamenteux, et qui est un critère standard. Et on est encore dans une petite moyenne au niveau de la conformité, hein. Ici, on est à 48% en moyenne. Donc, cette fois-ci, au niveau des bonnes pratiques, on retrouve l'intégration de la prise en charge médicamenteuse dans le plan de formation annuel. On retrouve également la sensibilisation aux risques médicamenteux, notamment aux erreurs médicamenteuses, à l'écrasement des médicaments, à l'identitovigilance, à l'aide à la prise, etc. On retrouve les formations spécifiques selon les profils professionnels, la mise en place d'un parcours d'intégration des nouveaux arrivants, et puis bah, tout ce qui va être action de sensibilisation suite à des événements indésirables ou à des audits qui ont été réalisés. Au niveau de la consultation documentaire, les éléments importants, ça va être le plan de formation annuel, le livret d'accueil des nouveaux professionnels avec les formations prévues pour eux, le support de formation de la prise en charge médicamenteuse, également toutes les feuilles d'émargement et les attestations de formation, et puis le parcours d'habilitation à l'aide à la prise. Donc ici, on vous a remis un lien vers des webinaires qu'on avait réalisés sur les attendus de la HAS. Donc, il y a plusieurs modules. Il y en a qui reviennent sur les différentes étapes du circuit. Donc, le premier sur la prescription, ensuite sur tout ce qui va être dispensation, préparation des doses et transport, puis réception et stockage, et enfin tout ce qui va être préparation, administration, traçabilité, surveillance et gestion des risques. Ici, on a la liste de gestion des excursions de température, donc qui est mise à jour régulièrement au fil de l'eau avec les informations qu'on a. Donc, vous pouvez facilement consulter pour voir les conduites à tenir en cas d'excursion de température selon les molécules. Et ici, donc, on a la liste de conservation des médicaments multidoses. Donc, pareil, en fonction des spécialités, vous allez pouvoir retrouver la durée de conservation après ouverture, tout ce qui va être modalité de conservation. Et on la met aussi régulièrement à jour en fonction des informations qu'on reçoit. On Alors, passe aux critères. Ouais, c'est toi, Anne-Laure. Ouais. oui, voilà. On passe maintenant aux critères, alors qu'ils sont des critères finalement pas spécifiques là du circuit du médicament. Et d'ailleurs, on avait eu l'occasion, nous, de faire un web échange justement spécifiquement sur tout ce qui a été gestion des événements indésirables. Donc là, n'hésitez pas, on a le replay aussi de disponible, mais à savoir qu'il y avait quand même donc dans cette grille justement d'audit croisé quand même des éléments d'évaluation qui étaient concernés par trois critères impératifs qui concernent cette gestion des événements indésirables. Donc le premier critère, c'est
tout ce qui est recueil et traitement des événements indésirables. Donc là aussi, 68% de moyenne. Donc voilà, c'est en amélioration, mais c'est vrai que les attendus HAS aussi ne diminuent pas, ça c'est sûr. Donc les attendus, on vous les a remis avec les bonnes pratiques, toujours de la même façon, et les éléments à avoir en fait par EHPAD. Donc je vous laisse aussi en prendre connaissance, sachant que voilà, comme a été dit déjà dans le spécifique médicament, il faut avoir, enfin, il faut effectuer des analyses sur nos erreurs médicamenteuses et donc mettre en place aussi des CREX et avec vraiment cette dynamique d'information au sein de l'EHPAD, donc qui n'est pas le plus simple toujours à organiser. Donc là aussi, au niveau de Calva, une boîte à outils, en tout cas, de disponible pour aider justement à avoir tous ces éléments comme les éléments là qui sont mis dans la consultation documentaire. Et on vous donne par exemple même des aides pour rédiger votre charte d'incitation à la déclaration ou même vous aider dans les comptes rendus et puis d'avoir les documents aussi, même la procédure de gestion des EI. Pour le deuxième critère impératif concernant les événements indésirables, là, c'est sur la communication, justement. Donc là, pas toujours évident. Donc au niveau des bonnes pratiques, hein, ce qui est attendu, c'est aussi jusqu'au signalement des événements indésirables graves associés aux soins qui soient bien faits sur le portail voilà, et auprès des autorités compétentes. Et il faut aller jusque, bien sûr, suivre son plan d'action, mais d'avoir un bilan annuel sur cette gestion des événements indésirables et de pouvoir communiquer sur les plans d'action et les mesures justement qui ont été mis en place. Donc là aussi, à disposition, toujours dans cette boîte à outils sur le site de Calva, on vous a remis même des modèles en fait de compte rendu de CREX en fait, enfin compte rendu d'analyse pour penser toujours à échanger avec les équipes sur ces retours d'expérience qui permet aussi d'éviter après que ces événements ne se reproduisent. Enfin, le troisième critère impératif qui était concerné encore, c'était sur voilà, déclaration et analyse en équipe. Donc toujours en lien avec ces CREX. Et de la même façon, il faut aller vraiment dans les attendus jusqu'à la vérification en fait que les actions correctives ont été mises en place et bien évaluées en fait derrière. Donc l'outil de déclaration, souvent là-dessus maintenant, ça pose plus trop de problèmes. Je vois que, enfin, maintenant, dans toutes les EHPAD, là-dessus, on avait bien les réponses. Mais après, vraiment, ce qui est attendu, c'est d'avoir aussi tous ces comptes rendus de réunion d'analyse et les comptes rendus de CREX avec des plans d'action et puis des fiches actions, des fois nécessaires selon les actions décidées. Donc, au niveau du dernier critère aussi qui était évalué sur ce traitement des événements indésirables, c'était de s'assurer que les professionnels soient régulièrement sensibilisés et ou fermés à la gestion des événements indésirables. Donc là, 63% en fait en moyenne de résultats sur ces audits croisés. En tout cas, c'est parce que, enfin, sachez qu'en tout cas, il y a d'une part, vous avez vu les analyses, là, les formations spécifiques sur l'erreur médicamenteuse. Et puis sinon, au niveau de Calva aussi, on met à disposition pour former justement à l'analyse systémique des événements indésirables. Alors par contre, ce n'est pas spécifique médicament, c'est tout événement indésirable. Mais en tout cas, dans les EHPAD, il faut aussi s'assurer que l'information est bien délivrée directement aux nouveaux arrivants et on vous remet, comme de la même façon, tous les éléments de consultation documentaire qui sont attendus en lien avec ce critère.